Nous avons en premier professeur d'écologie à l'Université Paris-Sorbonne Université. Je dis université 2 fois pour voir si vous m'écoutez. Luc Abadie, on va l'inviter sur scène. On va aussi inviter sur scène Patrick Barbier qui est maire de Mutterholz. Oui, applaudissez-les en même temps. Le maire de Mutterholz, qui est ancienne capitale française de la biodiversité. Est-ce que le maire de Mutterholz est avec nous, Patrick Barbier? Oui, il est en distance, effectivement. Merci de me le rappeler, excusez-moi. Effectivement, pas facile de venir depuis le Bas-Rhin. Nous avons aussi Sandrine Bellier, qui est directrice générale de l'Association Humanité et Biodiversité et aussi au conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité. Merci Sandrine d'être avec nous, mais vous pouvez applaudir. Oui, on est aussi en présence de Kathleen Monod, qui est en charge de l'aménagement des territoires à l'Office français de la biodiversité, et Olivia Conil-Lacoste, directrice développement durable et RSE à Bouygues Immobilier. Merci, je n'ai oublié personne. Frédéric Bonnet, je vous ai appelé? Non, excusez-moi. Frédéric Bonnet de l'agence Obra, merci de nous rejoindre aussi. Excusez-moi Frédéric, ce n'était pas du tout contre vous. C'est last but not least, certainly not least, Frédéric. Alors, nous avons un décryptage à faire avec Luc Abadie. On va prendre du recul. On va parler justement de cette question de se loger, plus largement de l'aménagement du territoire en préservant la biodiversité. Avant cela, on a quelques vidéos à vous montrer. On va lancer 2 vidéos. Pourquoi est-ce qu'on en a 2 à la suite? Parce que là, on va beaucoup parler échelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver la biodiversité sur son balcon, déjà, dans son appartement ou dans une construction, micro-échelle, mais on va aussi parler à l'échelle communale. On va parler aussi de la biodiversité à Tours dans un deuxième temps. Mais première vidéo sur Pirmil-les-Îles. Qu'est-ce qu'on a fait pour préserver la biodiversité? On peut la lancer. À Nantes, Pirmil-les-Îles fait partie des 5 projets urbains qui dessinent la future centralité métropolitaine. Il se déploie sur les communes de Rezé et Nantes. Le projet s'inscrit explicitement dans une démarche de transition écologique pour construire la ville nature. Il s'intègre également dans une trame paysagère plus globale à l'échelle de la métropole. Pirmil-les-Îles demain, c'est une ville inclusive, offrant des solutions de logement pour tous. C'est une ville sobre qui, dès aujourd'hui, doit s'adapter au contexte de réchauffement climatique. Au cœur de cet enjeu, le végétal. Dans les espaces publics comme dans les jardins d'îlots, il compose des parcours ombragés et des lieux de fraîcheur. Des éléments essentiels à la santé, au bien-être et au confort quotidien. Mettre le végétal au cœur du projet Pirmil-les-Îles, c'est avant toute chose dessiner les trames de nature du futur quartier. Pour retrouver le paysage emblématique des bords de Loire, avec ses jardins, ses zones humides, ses espaces inondables, plus ou moins accessibles. Elle crée des réservoirs de biodiversité, favorise des parcours vertueux pour les eaux de pluie et trace les contours de la future canopée urbaine. Ce processus de reconquête de la nature commence par le sol. Héritage du développement industriel, les sols sont aujourd'hui majoritairement imperméabilisés et peu fertiles. Il s'agit de les renaturer, c'est-à-dire d'améliorer leur fertilité en enrichissant les sables profonds du site, avec très peu de terre et du compost. Le procédé est innovant. Faire avec les ressources présentes sur place entraîne moins de consommation de terres arables et moins de circulation de camions. C'est le principe de l'économie circulaire appliquée au paysage. L'objectif est d'éviter près de 9500 rotations de camions. Ce travail de fertilisation et de mise en continuité des sols favorisera la microfaune et permettra le retour d'un sol vivant, au sein duquel une végétation adaptée pourra se développer. Ce sol va permettre également de planter plus, mieux, et d'installer une canopée, c'est-à-dire un ensemble d'arbres suffisamment important pour que l'on puisse traverser le quartier par des parcours ombragés. Les déplacements à pied ou à vélo sont agréables, favorisant des modes de vie plus doux. Cette canopée de grande ampleur est pensée pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Elle sera constituée de plus de 50 000 arbres et favorisera au quotidien le bien-être des habitants et de la biodiversité. Pour mettre au point ces espaces de nature, le projet passe par l'expérimentation. Au cœur du futur quartier, le site de transfert va accueillir un jardin prototype, combinant 3 fonctions. Une zone test, un jardin prototype et une microforêt urbaine. La zone test expérimentera les différentes compositions de sol et d'arbres pour anticiper les évolutions du climat. Il s'agit de valoriser le sable du site et de mettre en avant la végétation issue du patrimoine génétique local. Il teste ainsi une vingtaine d'essences qui sont les plantations majeures ciblées pour les futurs aménagements du quartier.
Le jardin prototype étend les essais aux dispositifs de gestion de l'eau, revêtements et autres mobiliers urbains qui composeront les futurs espaces publics. L'endroit évoluera en fonction des besoins d'expérimentation. Ce sera un lieu d'échange privilégié avec les habitants, les élus et les services autour du projet. La microforêt durable, à croissance rapide, est aménagée avec le concours des enfants des écoles. La Mini Big Forest, une première réalisation pérenne du quartier qui constitue un symbole de la reconquête végétale du lieu. Nantes qui a aussi été capitale de la biodiversité. Pirmil-les-Îles, un exemple intéressant d'ailleurs pour celles et ceux qui représentent des collectivités territoriales. Je sais que vous êtes nombreux qui sont venus pour trouver un petit peu de matière, vous inspirer de quelques exemples. On a aussi l'exemple de Tours et donc je me permets de relancer avec vous cette deuxième vidéo. Ça va nous permettre ensuite de prendre toutes les infos avant que nous débattions ensemble. On peut lancer la vidéo sur la biodiversité à Tours. Sur la place Archambault, au nord de la ville de Tours, les riverains verront bientôt émerger ici une mini-forêt. C'est en tout cas la résultante d'un projet porté par un collectif de citoyens engagés en faveur de la biodiversité. Le premier enjeu, c'était de dire aux élus halte à l'urbanisation, halte à la bétonisation et à l'artificialisation des sols. D'opposer à cette bétonisation une végétalisation intense. C'est une forêt qui est créée de but en blanc par les êtres humains. Ce projet est un projet de citoyens pour les citoyens, de manière à ce que les citoyens puissent se réapproprier cet espace. Nous, habitants, de renouer avec la nature et aussi, on espère bien que ça va permettre à un certain nombre d'insectes, d'oiseaux et de petits mammifères le retour de toute cette biodiversité qui disparaît petit à petit. Rien n'a été laissé au hasard, surtout pas le choix de l'emplacement. L'atelier environnement a choisi ce lieu un petit peu comme un symbole. D'abord, il est à la croisée de plusieurs quartiers de Tours Nord. Donc on ramène de la verdure, de la biodiversité au sein même d'un quartier qui est en plein développement urbain, parce qu'il y a énormément de construction. C'est quelque part peut-être la nature qui marque un point d'arrêt à une urbanisation galopante. Pour favoriser l'équilibre entre urbanisation et respect de la nature, la municipalité de Tours mène un programme de renforcement de la biodiversité en ville. Après les mini-forêts en zone urbaine, elle s'attaque désormais aux cours de récréation des écoles. Objectif : renforcer, entre autres, la végétalisation. Alors, le projet Récré en herbe nous a été proposé par la mairie de Tours. Et nous avons décidé d'associer les 11 classes de l'école à ce projet de rénovation de la cour, à la fois pour lutter contre les changements climatiques et pour aménager une cour, qu'elle soit le plus agréable possible pour les enfants et les usagers de l'école. On a pu proposer des idées, aussi bien les adultes, enseignants et personnels, et les enfants qui ont pu dire qu'ils voulaient avoir un potager, d'avoir des espaces de lecture. Tout ça, ça va être possible très bientôt. On va essayer de profiter de ces espaces-là aussi pour avoir une pédagogie nouvelle et aussi centrée sur le développement durable. Chaque année, 2 écoles pourront bénéficier de ce programme. Priorité notamment à celles ne disposant pas d'espace vert à moins de 5 minutes à pied. Alors ici, on est dans une des cours pilotes du projet Récré en herbe. C'est une occasion unique de créer des îlots de fraîcheur qui sont indispensables dans la ville avec les températures vers lesquelles on va. La ville de Tours a mis en place sur cette mandature un plan nature en ville qui se décline sur 5 propositions. Récré en herbe fait partie de ces axes de travail pour végétaliser les cours d'école qui sont des cours refuges, des oasis, mais qui font aussi des liens entre les jardins, les cheminements piétons pour créer des corridors de biodiversité pour les êtres vivants non humains qui ont aussi toute leur place dans la ville. Alors on aura des arbres à grand développement qui vont donner une canopée. On aura des arbustes avec des petits fruits pour les oiseaux et aussi tous les insectes. Donc la ville doit être accueillante pour aussi toute cette part d'êtres vivants non humains. Une ville accueillante avec de futurs espaces verts qui pourront par la suite être ouverts au public, comme c'est déjà le cas dans d'autres communes, afin que nous ayons tous un cadre de vie plus agréable.
Eh bien, on retrouve évidemment des initiatives intéressantes à Tours et bien sûr une cohérence, étant donné qu'elle nous accueille très chaleureusement pour cette Université populaire de la biodiversité. Luc Abadie, je vais vous donner tout de suite la parole. On va parler différentes échelles. Comment est-ce que dans le logement et l'aménagement du territoire, le citoyen s'engage aussi pour la préservation de la biodiversité? Merci à vous d'être avec nous. Bien, merci. C'est une vaste question. Et donc peut-être pour commencer à faire un peu la clarté sur cette question, repartir en fait du problème numéro 1 par rapport à la biodiversité, qui d'ailleurs a été évoqué dans les vidéos précédentes, c'est la question évidemment de l'artificialisation. Donc cette artificialisation, elle a deux conséquences sur la biodiversité. C'est évidemment une perte d'habitat, les territoires où vont pouvoir se développer, se nourrir les organismes, et puis également un problème de fragmentation des habitats. C'est-à-dire qu'on a des habitats qui sont isolés les uns des autres et qui gênent qui gênent la circulation et le passage d'un lieu à l'autre de ces organismes. Et ça, mine de rien, sur cette capacité à bouger des organismes est un point absolument clé sur le maintien à long terme de la biodiversité. Alors, pourquoi on est aujourd'hui sur cette question de l'artificialisation? En France, c'est à peu près, tout le monde sait à peu près ça. C'est de l'ordre d'un département qui disparaît tous les 7 à 10 ans. Alors, qui disparaît pour faire quoi? Théoriquement, pour faire de l'agriculture. En fait, ça, c'est plus vrai. Les sols agricoles en France, pratiquement, ne bougent plus, ont plutôt tendance à diminuer. Les forêts sont en expansion, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, moyennant une bonne gestion, ça peut donner évidemment des impacts très positifs sur la biodiversité. Et puis, il y a l'expansion urbaine, qui reste aujourd'hui un facteur majeur de diminution des milieux naturels. Alors, la réponse par rapport à cet enjeu de biodiversité, on la connaît. Hein. C'est d'une part la question de la désintensification de l'agriculture. Et là-dessus, il y a une possibilité d'action directe des citoyens. Je vais y revenir dans quelques instants. Et puis, il y a la question de la recréation d'habitat, enfin de nature en ville, pour répondre à cette question de l'habitat, mais aussi de la mobilité. Un des effets, on oublie ça des fois, un des effets du changement climatique, c'est d'avoir des zones climatiques qui bougent dans l'espace, qui montent vers le nord. Et donc, les espèces doivent massivement se déplacer pour suivre leur possibilité d'adaptation à ce climat qui bouge. Et de fait, les zones ultra intenses en agriculture ou les villes peuvent constituer des obstacles à cette mobilité. Donc, il y a un double enjeu. C'est celui de la mobilité et c'est celui de l'habitat pour la biodiversité. Alors, on peut jouer évidemment à beaucoup de niveaux. On a vu des exemples là au niveau municipal. On peut jouer au niveau individuel. Toute action aujourd'hui qui va conduire à remettre en place finalement un tapis végétal qui va permettre derrière à tout un tas d'organismes, de communautés animales et microbiennes de se développer est à prendre en considération compte tenu de la situation. Et la situation, je ne le rappelle pas, je pense que ça a été fait déjà, mais c'est qu'on a quand même à faire face à un véritablement effondrement de la biodiversité. Donc il y a urgence à bouger, et toute action, aussi petite soit-elle, a un impact important. Dans les villes, replanter des arbres et les laisser se développer, c'est extrêmement important. Un arbre n'est utile que s'il a du feuillage, entre nous soit dit. Donc il y a une question technique qui se pose par rapport, par exemple, à l'élagage. Les jardins, aujourd'hui, il y a une tendance à réensauvager les jardins, c'est-à-dire en fait à augmenter la diversité végétale, qui va donc augmenter la diversité des insectes. Les insectes ont été cités tout à l'heure. C'est un des groupes animaux qui plongent actuellement à vitesse grand V. Donc c'est souvent un problème en fait de ressources végétales en amont qui est déficient. Mais vous insistez, M. Abadie, sur le fait qu'il ne faut pas voir des petits gestes ou des actions à une micro-échelle comme inutiles, au contraire. Absolument. Chaque petit geste, il n'a pas d'impact réel. Mais la somme des petits gestes, contrairement à ce qu'on entend souvent, est un point absolument clé pour rétablir des conditions favorables à la biodiversité. Et ces petits gestes, c'est important, ils peuvent être déclinés vraiment à l'échelle de mon jardin, de ma terrasse, de mon balcon, mais ils peuvent être aussi déclinés à une échelle beaucoup plus vaste. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. La biodiversité, c'est une question qui joue à plusieurs échelles. Et les actions qu'on fait localement n'ont aucune chance d'avoir un effet significatif si elles ne sont pas accompagnées d'actions à d'autres échelles. Et là, le citoyen, l'individu, il peut faire des choses, notamment au niveau de sa consommation et de sa consommation de produits alimentaires.
L'agriculture aujourd'hui, c'est un fait, même si en France les terres agricoles n'augmentent plus en surface, ça reste le facteur explicatif numéro 1, comme partout dans le monde, de la baisse de la biodiversité. Donc la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est estimée à 30%, sachant qu'une bonne partie, ça se fait au bout, c'est-à-dire dans nos frigos, à nous citoyens. Ça, c'est une action qu'on peut avoir immédiate, facile, tout n'est pas difficile dans la transition écologique, et qui a des effets immédiats, simplement en libérant de l'espace qui était agricole et qui peut revenir évidemment à des zones plus sauvages. Même topo sur les modalités de l'alimentation. Oui, ce n'est pas un problème idéologique, c'est un problème de thermodynamique, on n'y peut donc rien. Consommer de la viande, des produits animaux d'une manière générale, ça a un impact beaucoup plus fort, entre 5 et 10 fois plus fort en termes de surface, que consommer des protéines végétales. Donc réduire un peu sa consommation de produits animaux, là vous avez immédiatement un impact absolument colossal sur les territoires de la biodiversité. Et ça, c'est chacun de nous qui peut le faire. Et là, franchement, la somme de ces petits gestes peut aller très vite sur des effets très importants. Merci, Monsieur Abadi. Et j'aurais dû vous le dire, si vous voulez, vous pouvez enlever votre masque quand vous intervenez. Mais restez avec nous, on va continuer à discuter. On a plus d'1 heure ensemble. Et j'en profite pour saluer Monsieur Barbier, qui nous rejoint en distanciel depuis Mutterholz, dans le Bas-Rhin, maire de Mutterholz, et aussi qui était dans l'enseignement. Là, tout de suite, j'aimerais me tourner vers Sandrine Bellier, qui vous êtes directrice générale de Humanité et Biodiversité. Vous êtes aussi vice-présidente du conseil d'administration de l'OFB. Votre association œuvre pour la préservation de la biodiversité depuis des années. Et vous travaillez à différentes échelles. Quelles actions vous voyez chez les citoyens et comment vous les aidez aussi à s'engager pour la biodiversité? Merci Henri. Et puis bonjour à tous. Et puis comme j'ai aussi été directrice d'Alsace Nature et que Patrick Barbier était mon président, c'est Mutterholz. Ah, ben heureusement que c'est vous qui me corrigez, pas lui alors. J'en profite comme ça avant qu'il prenne la parole. Mais j'ai fait exprès de vous faire parler avant lui aussi. Ouais. Alors comment on peut agir? Luc l'a dit et moi je suis très attentive à ça. Chaque action compte, même les plus petites actions. Et le président d'Humanité et Biodiversité, Bernard Chevassion-Louis, a tendance à répéter en permanence: pour la biodiversité, il n'y a pas d'espace perdu. Et je sais qu'on va discuter des différentes échelles d'intervention. Nous, avec Humanité et Biodiversité, nos actions en faveur de la biodiversité passent par du plaidoyer, de la sensibilisation. Et puis, on a développé un outil, puisque c'était suite à plusieurs conférences que faisait notre président d'honneur, Hubert Reeves, sur ces liens entre les êtres humains et les êtres vivants non humains. Et à la fin de chacune de ces conférences, le public lui disait: bon, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, ma petite échelle, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là qu'est venue l'idée de proposer à nos adhérents, à l'ensemble des personnes qui nous suivent, de pouvoir créer des oasis nature. Donc cet outil d'oasis nature, c'est sur son balcon, son rebord de fenêtre, dans son jardin, de réserver une place pour accueillir la nature. Alors, c'est une démarche volontaire. Donc pas obligatoire, c'est ça que vous voulez dire? C'est une démarche volontaire. On a une charte, avec une charte d'engagement, avec des engagements, somme toute, assez simples, donc d'éviter les pollutions, les pollutions lumineuses, de pas utiliser de pesticides. Alors ça va bientôt devenir obligatoire avec la loi Labbé pour les particuliers également. Et puis de favoriser les plantes locales. Et puis de laisser la nature faire, l'observer et se rendre compte qu'on participe à un réseau, à un réseau écologique qui est solidaire. Les espèces sont solidaires entre elles, elles interagissent. Et tous ces petits oasis nature qui sont aujourd'hui qu'on cartographie, on en a plus de 1400 en France, qui représentent un peu plus de 6000 hectares, avec d'autres démarches du même type participent à ce qu'on appelle la trame verte et la trame bleue. Et ça veut dire que l'oasis, ça peut être l'échelle de quelques bacs sur un balcon, mais ça peut être aussi ça peut être un jardin dans un lotissement, ça peut être un bout de son jardin,
où on se dit, ben là, je ne tombe plus, je laisse faire, je regarde. Et puis on a plein de témoignages, puisque nos oasiens sont mis en réseau et puis partagent leur expérience. Et puis on a plein de témoignages d'oasiens qui nous disent qu'ils voient réapparaître des insectes, qu'ils voient réapparaître des oiseaux. Ça va très très vite. Ça, c'est un peu la bonne nouvelle. Si la biodiversité aujourd'hui, l'érosion de la biodiversité est un vrai souci, la nature a une capacité de résilience qui est assez extraordinaire. Ouais. Donc ça peut aller assez vite si tout le monde s'y met. Est-ce qu'il y a des oasiens dans la salle? Vous êtes sûrement, certains d'entre vous, oui, donc Christophe Aubel. Sans surprise. Merci, vous êtes très très bon élève, mais haute responsabilité à l'Office français de la biodiversité, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Et merci Christophe de ce partage. Vous êtes tous engagés à mettre en place un oasis. J'enlève la pression de vous pour le dire, je le fais en tant que co-animateur. Donc d'ici la semaine prochaine, il y aura au moins encore quelques centaines d'oasis. Avec plaisir. Et puis, voilà, cette idée, mais je peux faire mon oasis que si je suis expert en pavillon, que j'ai un grand jardin, un parc. On a sorti un guide l'année dernière avec le soutien de l'Office français de la biodiversité, d'ailleurs. Petit guide pour créer son oasis nature sur son balcon, sa terrasse, son rebord de fenêtre. Donc avec tous les conseils. Pas du tout besoin en fait d'être expert Pas du tout besoin d'être expert pour pouvoir créer son oasis et participer à la reconquête, puisque là il s'agit bien de reconquête de la biodiversité. Merci Sandrine, mais vous travaillez aussi avec les collectivités territoriales, parce qu'on traverse les échelles dans ces interventions et cette table ronde, avec les collectivités territoriales ou avec les entreprises d'ailleurs. On peut changer d'échelle. Quelle est votre expérience et essayer d'engager des parties prenantes telles que celle-ci dans la... Alors, avant de vous dire ce qu'on fait avec les collectivités et les entreprises, je voudrais aussi, et c'est pour rebondir sur les propos de Luc, sur toutes ces petites actions au quotidien que chacun peut faire, on a sorti une petite plaquette avec l'Union nationale des associations familiales, Agir en famille pour la biodiversité, et qui reprend 9 conseils. Et en effet, changer son mode de transport, veiller à lutter contre le gaspillage alimentaire, acheter d'occasion plutôt que neuf, participe aussi également à la préservation de la biodiversité. Donc, encore une fois, encore des manières d'agir. On peut agir au quotidien et par des petits gestes simples, et tous ces gestes comptent. Avec les collectivités territoriales et les entreprises, on a des collectivités territoriales, des écoles et des entreprises qui se lancent dans des oasis nature. Alors là encore, on pourrait se dire pourquoi je suis une entreprise, comment je peux faire un oasis nature? Très souvent, les sites de production sont entourés d'espaces, de friches, et un petit effort de renaturation, un petit effort d'entretien. Créer un jardin partagé pour les salariés du site, ça peut être labellisé en oasis nature, et là encore une fois, c'est quelque chose de pas très compliqué, pas très engageant, mais qui participe à sa petite échelle à la préservation de la biodiversité. Au niveau des collectivités territoriales, on a aussi avec des communes des oasis nature, mais l'accompagnement qu'on a eu au niveau des collectivités territoriales, et moi il y a deux dynamiques que je trouve vraiment intéressantes et qui portent vraiment leurs fruits. C'est d'une part les ABC, les atlas de la biodiversité communale, qui sont un instrument extraordinaire de sensibilisation, d'engagement à connaître la biodiversité qu'il y a sur son territoire, et ensuite à engager les démarches pour la préserver. Et on sait qu'on ne protège que ce qu'on connaît. Donc je voulais déjà souligner cette dynamique, et qui ensuite débouche sur des territoires engagés pour la nature, qui est un des instruments de l'Office français de la biodiversité pour les engager pour la biodiversité. Et puis, autre élément, et je pense que Patrick Barbier en parlera sûrement avec plus de détails que moi, c'est l'initiative de l'Agence régionale de la biodiversité Île-de-France, qui est capitale de la biodiversité. Je crois qu'il y a aussi, en mettant en valeur des communes, des collectivités qui ont engagé de vraies stratégies, de vraies démarches de fond dans la gestion de leur territoire pour la biodiversité, se voit
se voit mis à l'honneur et potentiellement participe à ce que d'autres collectivités s'engagent elles aussi. Merci Sandrine, merci beaucoup. On peut se remettre dans applaudir Sandrine et nos intervenants. Hein, je vous invite il faut. C'est pas parce que la biodiversité s'effondre qu'il ne faut pas avoir une bonne ambiance tout au long de nos tables rondes. Et quand on a des intervenants de qualité comme ça, on vous encourage à le faire. Et j'encourage aussi les internautes qui nous écoutent de continuer à poser des questions. Il y avait plusieurs questions d'ailleurs sur les questions se loger, aménagement du territoire dans la précédente table ronde. Je les ai en tête, donc je les poserai aussi. Et là, on a une question sur la loi Allure, donc je vais la garder pour tout à l'heure parce que je pense qu'on va refaire un tour après les premières interventions sur les questions législatives et les questions réglementaires. Mais là, focalisons-nous encore une fois sur les actions très concrètes à l'échelle communale maintenant, puisque vous avez un peu fait du teasing là-dessus, et je vous en remercie Sandrine. Ça me permet de faire une bonne transition pour me tourner vers Patrick Barbier. Merci d'être avec nous depuis le Bas-Rhin. Et Muttersolz, c'est comme ça oui. Ah, super, excellent, voilà, j'aurais appris quelque chose. Comme vous voulez. C'est gentil Patrick, merci à vous. Vous êtes aussi ancien enseignant et vous avez travaillé avec les académies de l'éducation nationale, donc vous savez aussi ce que c'est l'éducation à l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de la ville? C'est une question assez large, mais je la commence comme ça, cette intervention avec vous. Alors, on peut faire beaucoup de choses, hein, à condition de le vouloir et de se prendre le temps. Hein. La durée est importante pour toutes les actions publiques, plus particulièrement dans le domaine de la biodiversité. Moi, j'aimerais dire qu'il y en a surtout une qui est majeure. Luc Abadi l'a dit. C'est l'arrêt de l'expansion urbaine, l'arrêt de l'étalement urbain. Mon village, hein, dans Muttersolz, c'est un village de 2200 habitants. Au courant des 2-3 dernières générations, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a consommé 3 fois plus d'espace que pendant tout le reste de l'humanité. C'est-à-dire que l'enveloppe urbaine s'est accrue et donc aujourd'hui, alors c'est pas du tout, Muttersolz, c'est pas du tout une exception. L'ensemble des villages de la plaine d'Alsace et de beaucoup de régions en France, en Europe et dans le monde développé s'étale, alors notamment sur la pression des lotissements. Hein, c'est un nouveau mode d'habiter qui a apparu après la Deuxième Guerre mondiale, sous la pression aussi des zones d'activité. Donc on consomme énormément d'espaces naturels et urbains et agricoles. Et donc à terme, la plaine d'Alsace, là, dans 2 générations, si on continue à ce rythme-là, on forme une grande conurbation californienne. Hein, c'est comme ça qu'on a l'habitude parce que la Californie est pratiquement entièrement urbanisée. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on mange, puisqu'on n'a plus d'espace agricole, et qu'est-ce qui reste comme espace naturel. Donc je crois que c'est vraiment ça, et donc c'est une question d'actualité, puisque la loi climat et résilience a institué le 0 artificialisation nette pour 2050. À partir de 2050, partout en France, on devra arrêter de consommer des espaces agricoles et naturels. Donc Muttersolz, on a anticipé, notre plan local d'urbanisme ne permet plus d'étaler le village. Alors je tiens à dire que c'est pas du tout la démographie qui est à l'œuvre. Hein. Muttersolz, on a moins d'habitants qu'au 19e siècle. C'est vraiment la façon de se loger et d'habiter qui consomme énormément d'espace. Alors je sais bien, c'est un vrai sujet. J'imagine qu'il va y avoir des questions parce que on est tous un peu encore dans le rêve d'habiter dans la petite maison avec la prairie autour, avec le gazon autour. J'hésite pas à le dire, ça c'est un modèle qu'il va falloir arrêter parce que ça va être le prix du maintien de la biodiversité. Ça c'est important, voilà. Patrick Barbier. Donc déjà, le 0 artificialisation nette, c'est pas très ancien comme objectif et contrainte ou opportunité. J'ai l'impression que vous l'abordez plus comme une opportunité d'ailleurs, mais au moins une responsabilité. De 1 et de 2, ça c'est assez fort ce que vous dites. Il faut arrêter peut-être d'imaginer aussi beaucoup d'habitats individuels, entre autres. Oui,
Quelle est l'acceptation aussi une ministre récemment qui l'a dit de manière assez nette, c'est que le modèle du lotissement, il va falloir qu'il s'arrête. Nous, en Alsace, on n'a pas trop de mal à l'imaginer parce qu'il suffit de traverser le Rhin pour se rendre compte. Les Allemands, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté ce modèle-là pour les raisons qu'on est en train d'évoquer. Et donc, ils sont sur des modèles de type habitat intermédiaire. Ça veut dire que c'est un intermédiaire entre l'individuel et le collectif, et avec des très bons exemples. Ça n'empêche pas la nature, et ça n'empêche pas la nature dans la ville. Sandrine vient de donner des pistes qui permettent, même dans un habitat dense, d'accueillir la biodiversité, de vivre avec la biodiversité. Et vivre avec la biodiversité, je me permets de rebondir sur cette dernière phrase que vous venez d'utiliser, parce que il y a aussi, ça touche énormément à la perception du progrès pour l'avenir de famille, comment on va vivre, etc. Et ça nous fait penser à l'autre grand défi pour les collectivités, c'est le zéro phyto, parce que Sandrine a parlé de ça pour les particuliers. Le zéro phyto, pour les collectivités, maintenant, c'est aussi une obligation. Comment vous vivez ça en tant que maire, à la fois pour mettre ça en place, mais aussi engager les citoyens dans cela? Alors, moi, je le vis très bien. C'est en 2008, c'est la première décision que j'ai prise. C'est d'arrêter toute utilisation de produits phytosanitaires dans l'espace public, ce qui concerne la commune. Aujourd'hui, c'est devenu une obligation. Et c'est même une obligation, d'ailleurs, pour nous tous, sur nos terrains privés. Alors, c'est pas forcément respecté partout, parce qu'il n'y a pas de mesure de rétorsion. On joue la pédagogie là-dessus. Mais je tiens à dire que c'est vraiment pas difficile. C'est un peu d'huile de coude, c'est un peu de gestion des espaces publics différentes. C'est de la gestion plus naturelle. On essaye d'aller vers des plantes qui couvrent le sol pour éviter les adventices. Et puis il y a on travaille sur l'acceptabilité des mauvaises herbes, avec plein de guillemets sur mauvaises, bien sûr. Oui, parce que pour vous, les mauvaises herbes ne sont pas nécessairement des mauvaises herbes. Vraiment... Pardon ? Oui, les mauvaises herbes ne sont pas nécessairement des mauvaises herbes. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a Non, appris. c'est simplement des plantes dont on ne connaît plus l'usage et dont on ne prend pas le temps de regarder, qu'elles sont souvent très belles si on les regarde de près. Et ça amène beaucoup de biodiversité. Je pense qu'on est en train de faire des gros progrès quand même dans l'espace urbain depuis ce zéro pesticide, notamment pour les insectes. Oui, vous ne l'avez pas vécu comme une contrainte. Je me permets aussi de vous poser cette question parce que j'ai eu le plaisir d'échanger avec vous et de vous écouter par ailleurs. Je reviens sur votre ancienne mission, précédente mission. L'éducation à la nature dès le plus jeune âge, vous le retrouvez aussi chez les citoyens, adultes et familles plus tard, en ce qui concerne l'acceptabilité aussi de mesures environnementales. Muttersol, c'est un bon exemple. On a la chance d'accueillir la première maison de la nature en France, première au sens chronologique. Elle a démarré dans les années 70, donc on fête bientôt les 50 ans, et c'est une des plus grosses maisons de la nature. Et donc le métier de la maison de la nature, c'est l'éducation à l'environnement. Aujourd'hui, donc à Muttersol, grâce à l'activité des animateurs nature, on a 2 voire 3 générations de jeunes Muttersolsois qui ont été fortement sensibilisés. D'où le fait qu'en tant que maire, on arrive à avancer dans un contexte très favorable et à s'appuyer sur ce que font les citoyens. On ne peut pas faire autrement. On est dans une démocratie, on fait ce que les citoyens sont prêts à faire, proposent de faire. Et donc, on a aussi beaucoup d'initiatives dans le village. Pour aller dans le sens de ce que disait Sandrine, nous, alors il y a les oasistes, mais nous, on fait aussi carré de biodiversité. On incite simplement nos concitoyens à ne pas tondre tout leur gazon et de laisser au minimum 1 mètre carré de biodiversité. C'est un minimum, bien sûr, sur lequel on passe pas la tondeuse. Vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. On n'a rien à faire, on a quelque chose à ne pas faire, et qui peut être très, très utile à partir du moment où beaucoup de personnes le font. Et c'est le cas chez nous. Alors,
bien sûr, un des grands leviers de la commune, c'est de montrer l'exemple. Nous, bien sûr, sur les espaces verts publics, on fait beaucoup de gestion, ce qu'on appelle la gestion différenciée, de la fauche tardive. Nos gazons deviennent des prairies naturelles avec beaucoup de fleurs, beaucoup d'insectes qui ne sont fauchés que une fois que la floraison est passée, en général vers l'automne. Merci Patrick Barbier. Restez avec nous bien sûr parce que nous allons vous poser plusieurs autres questions. On va interagir jusqu'à encore notre pause déjeuner. Je veux me tourner vers Frédéric Bonnet, urbaniste, l'agence Aubra qui se spécialise sur la conception urbanistique en prenant en compte les enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Vous avez travaillé justement sur la conception des quartiers, on l'a vu dans les vidéos, on en a fait allusion avec Sandrine et avec Patrick Barbier, avec M. Abadi aussi. Quelle évolution on voit maintenant dans la conception des quartiers aujourd'hui? Et merci d'être avec nous aussi. Ouais. Alors moi j'interviens dans un domaine où la catastrophe est permanente depuis 70 ans, ça continue encore aujourd'hui malgré un greenwashing massif, je pense que c'est important de le dire. Et il y a effectivement des choses qui bougent, ce qui est aussi un élément positif. Enfin, bravo pour votre militantisme, s'il reste après. Non, mais c'est quand même important, c'est une vraie bagarre, quoi. C'est pas du tout. Et ça suppose. Alors c'est vrai qu'il y a toutes les actions personnelles. En tant que citoyen, j'essaie de faire ma part des choses, évidemment, avec plus ou moins de facilité. Mais il y a aussi une échelle communale et même métropolitaine. En l'occurrence, là, le projet, la vidéo est assez explicite, mais est porté par la métropole nantaise et 2 communes, Rezé et Nantes. Donc il y a aussi, pour faire bouger les lignes, la nécessité d'avoir des portages politiques forts, quoi. À une échelle macro, c'est aussi très important. Alors le projet, en fait, ça devrait être la norme, le projet qu'on est en train de faire. Il s'agit d'une réparation, c'est-à-dire quelque chose qui a déjà été urbanisé dans les années 70, où on a quand même rempli avec du sable de Loire des centaines d'hectares pour faire des boîtes dessus et des parkings. Donc ça, c'est ce qu'on faisait il n'y a pas si longtemps, qu'on continue de faire dans certains endroits. Donc, enfin, je pense que ça se passe de commentaires. C'était des plaines alluviales, c'était des plaines inondables avec des bras de Loire, etc., qui existaient à cet endroit-là. Et donc, c'est la destruction de tout ce milieu n'a qu'un demi-siècle. Vous voyez, c'est quand même très récent. On a quand même, en un demi-siècle, on a réussi. Moi, j'ai 56 ans, enfin peu importe, mais ça fait en gros mon âge. On a réussi à massacrer à peu près tout en quelques décennies. Donc, il s'agit d'une réparation, c'est-à-dire pour accueillir effectivement la dynamique métropolitaine qui est celle de Nantes, qui effectivement accueille beaucoup de nouveaux habitants, plutôt que de s'étaler dans les champs tout autour, de l'avoir en centre, en cœur de métropole, et d'en profiter. Alors je le dis parce que c'est pas forcément évident, c'est parfois on a l'impression que l'urbanisation, le projet urbain, c'est un peu l'ennemi de la biodiversité. Et j'allais dire que le cadre juridique, y compris, aide plutôt à penser comme ça, puisqu'on dit toujours réduire, éviter, enfin éviter, réduire, compenser, pardon. Et moi, j'ajoute toujours enrichir, c'est-à-dire qu'un projet urbain, il peut aussi améliorer la situation et pas simplement la compenser. C'est vrai que c'est 3 termes un petit peu, entre guillemets, négatifs en ce qui concerne c'est des termes qui sont utiles, enfin, je ne les critique pas, mais je pense qu'il faut absolument aujourd'hui, si on change un peu de paradigme, rajouter enrichir, parce qu'on peut aussi améliorer des situations qui sont précisément héritées de ces décennies qui ont été absolument désastreuses, et pouvoir, nous, ce qu'on va faire, c'est-à-dire en fait, restaurer les berges de Loire en tenant compte du rythme en plus des marées, etc., c'est-à-dire sans faire un quai, mais en ayant une partie du parc, du futur parc, qui est aujourd'hui occupé par des entrepôts, des usines et des parkings, de l'avoir pas accessible, ce qui n'est pas évident en soi, déjà, dans un projet urbain, de dire, vous voyez, on va faire un parc, ça va coûter une certaine somme, mais il y aura la moitié, on ne pourra pas y accéder, parce qu'en fait, c'est le marnage, il y aura des roseaux, des choses comme ça, donc ça sera plutôt pour les animaux, et pas pour les humains, qui sont d'autres types d'animaux, mais disons, en tous les cas, pas pour les humains. En termes d'aménagement urbain, c'est pas si simple, parce que, j'allais dire, la culture dont on hérite, c'est 100% de l'espace vert qu'on fait est accessible et fréquenté. Donc ça fait partie des choses qui font bouger les lignes. Je pense que cette réparation n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas de projet. C'est quand même important de le dire. C'est un coût. Il faut racheter toutes les parcelles. Cette réparation n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas excusez-moi. S'il n'y avait pas un projet urbain de retransformation de ce lieu qui est aujourd'hui occupé. Et je peux me permettre, est-ce que vous voyez beaucoup d'implications citoyennes dans ces projets urbains vertueux que vous voyez? Et là, ça aide. Oui, je pense que j'ai fait des dizaines et des dizaines de réunions avec des centaines d'habitants et des acteurs locaux aussi. C'est tout à fait porté par les citoyens.
Il y a une vraie demande. Moi, je pense que la réponse... Alors, je ne prends pas le cas de Nantes en particulier, mais de manière générale, la réponse politique est très en deçà de la demande citoyenne. C'est-à-dire que les gens, par exemple, les gens ont beaucoup plus envie d'abandonner leur voiture qu'on ne le pense. Le problème, c'est de leur donner les moyens de le faire sans être dans un système de gentrification générale. Et pourquoi je parle de la voiture? C'est parce que la question de la biodiversité est directement liée à la manière dont on se déplace, puisque chaque fois qu'on se déplace en voiture, on utilise entre 10 et 20 fois plus d'espace minéralisé que quand on se déplace à pied et en vélo. Oui. Et encore, je pense que je suis assez généreux parce que c'est plutôt 50. Et donc, oui. Par exemple, les quartiers sur lesquels on travaille, il n'y a pas de parking en sous-sol, donc il n'y a pas d'occupation de la nappe phréatique, il n'y a pas de blocage de la circulation de l'eau souterraine, il n'y a pas de blocage de l'occupation par les racines en fait, du sol, par la végétation, etc. Donc, zéro infrastructure. Un minimum, on ne fait plus de nouvelles voies. En fait, dans beaucoup de projets, on dit il y a des voies existantes, on les utilise et on ne crée pas de nouvelles voies. C'est-à-dire qu'on arrête de faire l'urbanisme comme on l'a fait pendant 7 décennies, uniquement centré, où la première question c'était où est-ce que je me gare, comment je circule, où sont les bagnoles, et comment on va pouvoir passer en voiture, et où vont arriver les camions, etc. C'est quand même comme ça qu'on a fait l'urbanisme et qu'on continue de le faire aujourd'hui, c'est important de le savoir. Donc le changement global de dire on arrête de se déplacer de cette manière, et puisqu'on est en centre métropolitain à 15 minutes à vélo de la gare, on peut se débarrasser de la voiture. D'accord ? Ça suppose effectivement qu'il y ait des politiques publiques qui permettent aux gens qui souhaitent le faire, il ne s'agit pas de les obliger à le faire, mais ceux qui souhaitent le faire, et il y en a beaucoup, moi je pense que c'est une majorité de gens, en fait. Personne n'a envie d'avoir 2 bagnoles et de passer 4 heures par jour dans une bagnole, enfin, avec le coût que ça coûte et tout, c'est subi, très souvent c'est subi cette question. Donc si on donne les moyens aux gens de faire autrement, ils le font. Et ça, j'y crois beaucoup, et ça a un impact énorme sur la libération des sols. Moi je pense que pour arriver à faire des progrès sur la question de la biodiversité, il faut libérer les sols, il faut restaurer des continuités, vous en avez parlé. Nous, le projet qu'on fait sur la Loire, c'est on refait le chaînon manquant entre la vallée de la Sèvre et les prairies inondables de l'estuaire. En gros, il y avait un truc qui a été urbanisé dans les années 70, on essaie de retisser dans ce sens-là l'interruption, la parenthèse qui a été tracée. Et ces continuités-là, cette dynamique des écosystèmes, etc., elle ne peut être là que si on libère le sol. Et je précise une autre chose, excusez-moi, je suis un peu comme ça, je m'enthousiasme. Au contraire, c'est que moi je suis architecte et je représente une équipe pluridisciplinaire, c'est très important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a une complexité dans cette question, une vraie complexité qui suppose qu'on soit plusieurs à réfléchir. Je suis aussi professeur à l'École d'architecture Saint-Étienne, c'est aussi vrai sur le plan universitaire. La question des enjeux, en fait les enjeux écologiques en général, dont la biodiversité qui sont face à nous, ou dans lequel on est en plein dedans plutôt, suppose qu'on travaille chacun dans notre propre discipline différemment et qu'on travaille avec les autres. Ça faisait 2 chemins à faire. Le chemin travailler avec les autres et le chemin travailler différemment par rapport à ses propres certitudes. Et ça, c'est absolument indispensable. C'est un pas qui est difficile à faire parce que je pense que tout le système, y compris le système éducatif, fait que c'est très confortable de dire moi je m'occupe des transports, moi je m'occupe des insectes, moi je m'occupe des bâtiments, C'est beaucoup plus confortable, mais c'est évidemment tout à fait contre-productif. Et donc le caractère pluridisciplinaire, ouvert, multiscalaire, absolument décisif dans toutes ces transformations contemporaines. Voilà. Et excellent Frédéric Bonnet, parce que ce qui est appréciable, c'est la remise en question aussi de la profession qui est la vôtre. Je me permets d'ailleurs en tant qu'architecte, parce que je vous pose cette question qui a été posée sur le réseau. C'est très précis par contre, mais c'est intéressant que vous répondiez, même si c'est rapide. Construire neuf, un habitat écologique versus transformer une maison classique, entre parenthèses, murs en béton, etc. Y a-t-il des études sur ce qui a le moins d'impact ? Là, on rentre sur une petite échelle, et j'imagine que c'est au cas par cas, mais... Alors, ça dépend où on est, parce que si c'est pour réhabiliter une maison, mais avoir 3 voitures pour y aller, c'est évidemment contre-productif. C'est clair que la règle générale, c'est de réutiliser au maximum ce qui existe. Ça, on devrait beaucoup moins démolir que ce qu'on fait, y compris les bâtiments des années 60 qu'on démolit massivement et qui sont en général pas si mal conçus parce qu'ils sont traversants, par exemple, ce qui n'est absolument pas le cas des logements contemporains, et donc ils permettent d'avoir du frais l'été plus facilement. Mais bref, c'est une autre question. Évidemment, ce qu'il faut faire aussi, et ce qui est très difficile, je n'en ai pas parlé parce que c'est un autre sujet, mais c'est de construire, ça fait, en France en particulier,
des décennies qu'on construit avec du béton. On maîtrise parfaitement le béton, la banche en béton. Je veux dire, il y a Bouygues qui est à côté de moi. On a un savoir-faire, une optimisation absolument extraordinaire de l'outil béton. Il faut arrêter de construire en béton, évidemment. C'est un des pires matériaux qui soit en termes écologiques. Le ciment, c'est beaucoup d'énergie. Le sable et le gravier, on n'en a plus. Il faut aller puiser, on ne sait plus trop où. Enfin, c'est un vrai problème. Il y a un vrai problème de ressources. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu des ruptures là, récemment qui, à mon avis, ne sont pas conjoncturelles, qui vont s'amplifier, qui sont une vraie question. Donc, il faut arrêter de construire avec ce matériau. En France, on est particulièrement mauvais là-dessus, parce qu'il y a quand même des pays qui construisent de manière plus légère. Et puis, il faut travailler sur le bio. C'est un peu incantatoire de dire ça, parce qu'en réalité, c'est très difficile de travailler avec des filières biosourcées, géosourcées, c'est-à-dire en gros la terre, la pierre, le bois, le chanvre, enfin, toutes les fibres en général, etc., qui posent toute une série de questions plutôt de massification, c'est-à-dire comment on le fait de manière ordinaire, à des prix raisonnables, dans des conditions de sécurité optimales. C'est pas facile, c'est un vrai combat là aussi. C'est aussi là-dessus qu'on travaille, évidemment, et qui permettrait, disons, de construire avec une empreinte beaucoup plus faible. Il faut quand même savoir, je le dis, il faut quand même savoir, et c'est pour ça que je parlais beaucoup des déplacements, qu'aujourd'hui, 40%, enfin dans une métropole, par exemple, comme Nantes, c'est juste un exemple, il y a le 3 fois plus d'émissions de carbone liées au déplacement qu'à la construction. Hein. La construction, c'est important. Et évidemment, il faut faire des pas sur la construction. Mais si on arrive à se déplacer autrement, c'est beaucoup plus. La marge de manœuvre est beaucoup plus grande. C'est plus difficile à maîtriser. Mais par contre, on a une marge de progression qui est beaucoup plus importante sur la question de la mobilité. Merci Frédéric Bonnet pour cette première intervention. Et je vous invite à le remercier aussi. Un des fils conducteurs, même si ce n'est pas pour opposer une cause à une autre, un des fils conducteurs, un objectif sous-jacent de cette Université populaire de la biodiversité, c'est de parler biodiversité et arriver à le mettre au même niveau de prise de conscience et de lutte que les questions climat, les questions changement climatique, même si elles vont ensemble de toute façon. Et le transport, on en parle surtout sur la question de transition énergétique et ainsi lié à la question de changement climatique, justement. Donc c'est intéressant. Se dire que le transport, comment on se déplace, c'est intimement lié à la préservation et la régénération de la biodiversité. C'est très important de retirer ça de cette table ronde. On va se tourner maintenant vers Olivia Conille-Lacoste, qui est directrice développement durable et RSE à Bouygues Immobilier, parce que c'est extrêmement important d'avoir, comme vous l'avez dit, ce dialogue avec les entreprises qui vont faire, vous connaissez bien la construction, évidemment. Vous êtes partenaire de l'Université populaire de la biodiversité, donc au nom de l'OFB, on tient à vous remercier de ce partenariat et de ce soutien qui nous permet, entre autres, aussi de se réunir aujourd'hui. Donc Olivia, excusez-moi, vous voulez sûrement réagir à ce que dit Frédéric Bonnet, mais comment déjà est-ce que Bouygues Immobilier aborde cette question de la préservation de la biodiversité? J'imagine que ce n'est pas toujours facile, mais comment vous l'abordez? Bonjour à tous, merci de votre invitation. Bouygues Immobilier, pour resituer, donc on fait du logement, beaucoup de logements, du bureau et des aménagements de quartier. On a à peu près 39 agences en France, on est ici à Tours notamment. J'ai envie de rebondir tout de suite sur ce que vous avez dit, parce que cette année, pour la Semaine du développement durable, on a lancé une conférence en interne et en externe d'ailleurs, qui était très soutenue par notre président, qui s'appelait Biodiversité et climat, même combat. Et en fait, tout le travail qu'on a à faire aujourd'hui sur la biodiversité, c'est de montrer que c'est en train de se structurer et qu'il faut absolument qu'on ait des démarches systématiques comme sur le climat. Alors, Bouygues Immobilier est engagé sur le climat avec une feuille de route très précise, diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre-là, on travaille évidemment sur nos modes constructifs, mais aussi sur les services qu'on va donner à nos usagers pour justement diminuer ce problème du transport. Donc, dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on aborde beaucoup ces sujets. Sur la biodiversité, pour donner quelques actions concrètes, on a un engagement citoyen, on est ici aujourd'hui, on a soutenu aussi le Congrès de la Nature à Marseille, mais on a vraiment cette attention aussi à en faire une réalité dans nos projets au quotidien. Alors, comment on a commencé à faire ça? On a commencé à faire ça depuis 2014, en s'engageant sur de la labellisation de projets, par exemple, avec une labellisation qui s'appelle Biodiversity, et qui va nous amener à avoir une méthode dans la manière dont on conçoit nos projets, à s'entourer d'écologues et à travailler de A à Z un projet pour que on accentue le potentiel écologique du site, on travaille l'architecture en fonction de ce sujet-là, et aussi, on est vraiment un travail assez pédagogique avec les preneurs derrière. On s'est souvent appuyé sur la LPO
pour avoir ce type de labellisation. Donc je peux donner un exemple. Le premier site qu'on a fait labelliser chez nous, c'était à Toulon, ça s'appelle Fontpré. On a réintroduit par exemple le martinet et on a travaillé beaucoup avec la LPO pour que tout ce qu'on avait mis en place sur les surfaces végétales soit maintenu dans le temps. Il y a des écoquartiers aussi à Toulon que vous avez. Voilà, c'est ça, c'est cet écoquartier. Là, aujourd'hui, on travaille dans le nord de Tours aussi sur un projet, l'ancienne friche industrielle de Tjelco, qu'on va aussi faire labelliser, par exemple. Les écoquartiers, je me permets de vous interrompre, mais c'est peut-être bien de rappeler aussi comment on peut les mettre en place. Est-ce que c'est à l'échelle, est-ce que des citoyens peuvent s'impliquer dans demander à sa commune ou et ainsi aux entreprises de faire un écoquartier ? Je ne sais pas si la question est claire, mais comment on peut imaginer ça? Alors, bon, l'écoquartier, c'est une démarche très cadrée. C'est vrai qu'on en a fait, mais c'est vrai que ça aborde plein de sujets. Il y a aussi, oui, une implication des citoyens. Moi, ce que j'aime bien avec les labels comme BBCA pour le carbone, la labellisation biodiversité, c'est que ça nous oblige à avoir une attention très précise sur ces sujets-là. Mais en fait, on a envie d'aller aujourd'hui au-delà de ça. Au-delà de la labellisation de quelques projets démonstrateurs, alors on en a pas mal, on est médaille d'argent, on est le deuxième promoteur à faire ça, on veut aller au-delà de ça, on veut avoir vraiment une attention à la biodiversité sur tous nos projets, y compris du logement en diffus, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est reconnu entreprise engagée pour la nature, comme il y a des territoires engagés, parce qu'on a déposé un plan d'action, on s'est mis des indicateurs sur le sujet, et on veut vraiment faire ça, et c'est un peu mon combat au quotidien, porter cette parole-là. Et d'ailleurs, je suis vraiment contente parce que je sens une réceptivité des équipes, il y a vraiment une sensibilisation sur le sujet qui est montante. Alors comment on fait pour qu'un projet immobilier ait une attention particulière à la biodiversité? 3 actions clés, pour essayer de faire simple. 1, j'essaye de connaître mon site. C'est-à-dire que je m'entoure d'un écologue assez tôt pour connaître les propriétés écologiques de mon site, voir ce que je peux préserver, voir les espèces à protéger évidemment, mais aussi peut-être des espèces que je pourrais réintroduire sur ce site-là sur le long terme. Voir aussi tout ce qui peut être sauvegardé sur le site, de la pierre sèche, des arbres, même s'ils doivent, il y a une évolution de ces arbres-là, comment je peux voilà, générer quelque chose de positif à partir de ce qu'il y a déjà sur le site initial. Donc un diagnostic écologique. Deuxièmement, ce qu'on a développé chez Bouygues Immobilier, c'est une calculette biodiversité pour les concepteurs. C'est-à-dire qu'on leur a dit, il faut que vous travaillez vos plans masse, constructibilité, pour multiplier la surface perméable et la surface végétalisée et moins imperméabilisée. Alors on s'est appuyé là-dessus sur des coefficients développés par l'ADEME, sur ce que beaucoup de villes mettent en place avec ce qui s'appelle le coefficient de biotope par surface. Mais la particularité chez Bouygues Immo, c'est que cette calculette-là, on l'impose à tous nos projets et en fait on mesure nos projets et on les score depuis 2020, au moment où ils déposent un OS travaux. Et donc aujourd'hui, il y a des discussions qui s'entament au moment des prises de décision, où vraiment on dit okay, comment tu as maximisé tes espaces végétalisés, comment tu en as fait plus, combien ça te coûte en plus, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, on fait cette toiture végétalisée, oui, non. On essaye de revoir comment avoir un jardin plus large. Et donc souvent, ça va jouer aussi sur les parkings. Alors avec la limite parfois qu'on nous impose encore parfois 2 places de véhicules. Et là, quand vous disiez comment je peux être acteur en citoyen, peut-être moins exiger 2 places de véhicules par logement, c'est énorme. Et ça nous empêche aussi de verdir des projets. Donc je le dis juste entre parenthèses, mais voilà. Donc cette calculette, elle nous permet de donner un score. Et vous savez que sur la biodiversité, c'est pas comme sur le carbone. Ça n'existe pas. Le bilan carbone n'existe pas pour la biodiversité. Et donc d'accompagner ça d'un score chiffré, d'adopter le langage des concepteurs qui travaillent sur des plans en parlant de mètres carrés, ça nous aide à acculturer les équipes, à les challenger et à travailler ce sujet. Juste un tout petit exemple. Parfois, on va même faire mieux après qu'avant. On va presque renaturer une parcelle. Ça, c'est quand on va justement sur des friches, quand on va investir des endroits qui sont imperméabilisés. Ici, au nord de Tours, la friche industrielle, donc Gelco. Aujourd'hui, il y a un tiers d'espace végétalisé. Dans le projet qu'on veut développer, il y a 46% à la fin d'espace végétalisé. C'est-à-dire qu'il y en aura plus après qu'avant. Donc un promoteur immobilier, c'est aussi ça. Aujourd'hui, je pense que vous aviez raison, il ne faut pas toujours opposer les choses. On est capable d'amener plus de verre sur un projet quand on va aller chercher des surfaces très imperméables. Et entre parenthèses encore, nous on travaille dans le collectif, donc la demande elle est en zone tendue, donc on travaille beaucoup dans des milieux denses. Et aujourd'hui on a par exemple monté un fonds avec Omnes Capital qui vient pour préempter pour construire sur des terrains déjà dégradés, déjà imperméabilisés et développer des logements vertueux sur ces terrains-là. Parce que voilà, il y a une demande très forte en métropole et il faut absolument qu'on apprenne à construire la ville sur la ville et le faire de plus en plus. Donc 2 actions. Diagnostic écologique, ensuite je challenge mes concepteurs, je libère de la surface pour de la végétalisation. Et 3e action,
ben, sur ces surfaces que j'ai libérées, je ne fais pas des greens de golf plantés avec 2 arbres. Non, je ne fais pas ça. Et là, je rebondis un peu sur tout ce que vous avez dit sur Sandrine. Oui, je vais vers un oasis de biodiversité. Et donc, je dois apprendre à faire des jardins, des toitures végétales qui sont à la fois accueil de biodiversité et d'usage aussi pour les habitants. Parce qu'on se rend compte que l'expérience de nature, en ville, c'est ça qui va permettre aux gens d'accepter qu'on se densifie un peu plus. Il faut essayer de donner à nos résidences les attributs de la maison individuelle quelque part. L'accès au jardin, l'accès à l'oiseau qui chante, etc. Et ça nécessite vraiment de travailler nos espaces extérieurs. Bouygues Immobilier, c'est beaucoup d'ingénieurs. On connaît très bien le bâti, on sait livrer un bâtiment fini. Et là, on leur demande aujourd'hui de livrer un potentiel et de faire attention à ce potentiel et à ce vivant sur les projets. Alors pour faire ça, on s'est entouré de paysagistes, d'écologues, et on travaille sur un cahier des charges très précis pour savoir comment concevoir nos jardins. Et donc à Tours, justement, notre directeur d'agence à Tours est très proactif sur ce sujet-là. Il teste ce cahier des charges-là sur des immeubles de 60 logements, un projet qui s'appelle Imagine Tours. Et là aussi, on peut appeler aussi le citoyen à être proactif. C'est quelque part, il y a besoin d'accepter aussi une esthétique un peu différente. Parce que comme vous le disiez, ça va être des jardins un peu plus sauvages. Alors ça va être une sauvage un peu domptée, mais ça va être des jardins un peu plus sauvages. Les haies vont être moins taillées, il va y avoir différentes strates de surface, plus d'essence. Donc ça oblige aussi au citoyen qui va acheter son logement d'accepter quelque chose d'un peu différent et puis de prolonger l'effort du promoteur. Parce que nous, on peut vous donner des espaces capables de vie, etc. Mais ensuite, derrière, c'est le syndic de copro, c'est les habitants ensemble qui vont prolonger cet effort. Alors, ce qu'on fait sur beaucoup de programmes, c'est qu'on finance en fait des associations, notamment quand on fait des jardins potagers, des jardins partagés où il y a vraiment besoin d'entretien et de cohésion. On finance des associations qui vont aider en fait à créer cette alchimie entre les habitants d'une même copropriété pour créer quelque chose de positif autour d'un jardin partagé, par exemple, et pour que ça soit pris en main dans le temps et qu'on ne se retrouve pas 4 heures après avec un truc dégradé. Donc on l'a fait, par exemple, sur des toitures terrasses à Nanterre. Et pendant 2 ans, on a financé une association qui a vraiment créé cette alchimie. Et puis ensuite, il y a une association de copro qui s'est créée et ça continue. Et ça, c'est génial. Donc c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire sur plus de programmes. Voilà, je voulais vous donner des exemples clés. Et vous avez bien fait, et restez avec nous, parce qu'il y a quelques questions qui concernent tout le monde, et aussi la question de la construction, et de limite, il y a même une question sur est-ce qu'on peut casser du béton, et je leur remercie, ceux qui posent des questions sur Internet. On va continuer. En revanche, je vais impliquer Kathleen, excusez-moi, Monod dans la discussion. Mais on peut applaudir Olivia, merci. Donc, Kathleen Monod, vous êtes coordinatrice de la thématique aménagement du territoire à l'Office français de la biodiversité. Donc, vous travaillez sur cette question de zéro artificialisation nette, travail sur justement ne pas artificialiser. Ça vous fait réagir à tous ces propos? Oui, et puis j'ai la chance d'intervenir après toutes ces présentations qui montrent des initiatives très positives. Et donc, on peut s'en réjouir, sachant qu'il faut aujourd'hui les massifier. Luc Abadi l'a dit, il y a une urgence à agir. Et on a l'impression qu'on découvre un peu le sujet de l'artificialisation comme un sujet nouveau avec la loi climat et résilience. Mais j'aime à rappeler que quand le législateur a créé le Conservatoire du littoral en 1975, c'était déjà pour lutter contre l'urbanisation galopante des villes sur les littoraux. Ça fait 40 ans que les pouvoirs publics essayent de maîtriser la consommation de l'espace. Et c'est vrai que la loi climat et résilience, grâce à la Convention citoyenne pour le climat, grâce au plan biodiversité de 2018 qui ont précédé la loi climat et résilience, tous ces fenêtres ont remis finalement la question de l'artificialisation au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, et c'est tant mieux. Et dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité, je travaille dans une direction qui s'appelle la direction de l'appui aux stratégies pour la biodiversité. Donc forcément, je suis sensible aussi à l'impulsion que peuvent donner ces stratégies nationales. Dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, la 3e que le ministère de la Transition écologique vient de lancer cette année et que l'OFB appuie, il y a une consultation citoyenne qui a été menée au printemps, ainsi qu'une consultation territoriale. Et dans les 2 cas, la question des interactions entre habiter les territoires et préserver la biodiversité
a été un sujet vraiment reconnu comme une priorité. Et je crois que c'est un vrai défi pour aujourd'hui et pour demain. Donc nous, au niveau de l'Office français de la biodiversité, permettez-moi de mettre en avant un petit peu ce qu'on fait. On a, alors je ne vais pas tout dire parce qu'il est déjà plus de midi et les estomacs doivent commencer un petit peu à s'exciter. Voilà. Dernier rempart vers se nourrir. Donc je vais surtout mettre en avant 3 leviers. Il y a celui de la connaissance. Sandrine l'a rappelé. De toute façon, on ne peut pas agir efficacement pour la biodiversité si on ne connaît pas ce qu'on cherche à protéger. Et juste un élément, la biodiversité des sols aujourd'hui, c'est 1% de la biodiversité qui est connue. On parle de lutter contre l'artificialisation des sols, mais on ne sait même pas ce qu'on cherche aujourd'hui à protéger totalement. Donc il y a un effort aussi considérable à faire dans l'amélioration de la connaissance. Ça reste un enjeu majeur pour les années à venir. J'ai parlé de la biodiversité des sols, mais il y a bien évidemment d'autres pans et d'autres compartiments de la biodiversité. L'OFB a des réseaux de surveillance et de mesure, il y a les ABC, il y a des universitaires, des scientifiques, des associations qui travaillent et il faut les saluer aujourd'hui. Le deuxième levier, c'est bien sûr préserver ce qui n'a pas été artificialisé jusqu'à aujourd'hui. C'est une évidence, mais je tiens quand même à rappeler que le principal levier pour arrêter l'étalement urbain, c'est la préservation de nos espaces naturels, agricoles et forestiers. Et ça passe par des outils, ça passe par des mesures de protection foncières, réglementaires, contractuelles. Alors là, je peux vous assurer que la législation française, pour ça, a une imagination débordante quand il s'agit de créer des dispositifs. Il faut savoir les utiliser. Et il y a une stratégie nationale des aires protégées qui a été adoptée en début d'année et qui vise à couvrir 30% du territoire français par des aires protégées, dont 10% en protection renforcée. Et ça, c'est un rempart aussi dans la lutte contre l'artificialisation. Le troisième levier, et j'en terminerai là, et je pense que ça permettra peut-être aussi d'approfondir un petit peu nos échanges sur cette question-là, c'est vraiment le lien entre climat et biodiversité qui est majeur. Et ça, je crois qu'on s'est tous retrouvés autour de la table, autour de cette idée-là, de vraiment essayer de conjuguer nos efforts. Et ça passe par les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Je n'ai pas encore entendu le mot, mais c'est normal, c'est un concept qui est en voie d'émergence. L'OFB porte un programme qui s'appelle Artisan, qui vise vraiment à essayer de démultiplier les solutions d'adaptation fondées sur la nature, parce que Frédéric Bonnet l'a dit, ça fait 40 ans que nos systèmes urbains, ils ont été conçus avec une idée, l'eau, c'était l'ennemi de l'aménagement. Le végétal, c'était l'accessoire. Et donc aujourd'hui, il va falloir changer de modèle d'aménagement. Il va falloir repenser un fonctionnement plus naturel de la ville. Il va falloir restaurer des sols vivants en ville. J'ai bien aimé, lors de la table ronde précédente sur la santé, le coup des trottoirs noirs de Marseille. C'est une hérésie aujourd'hui, voilà, en termes d'aménagement. Les potentialités que nous offre aujourd'hui la restauration des sols vivants, la restauration d'un fonctionnement plus naturel de la ville avec une reconnexion, par exemple, des eaux pluviales à la source, tous ces sujets-là sont, à mon sens, porteurs d'espoir pour la suite. Et voilà, je m'arrêterai là, sinon je pourrais discuter pendant des heures. Merci Kathleen Monod. Il y a plusieurs questions sur l'appli, mais on va faire circuler le micro. Comme ça, on échange ensemble en toute convivialité et en se challengeant les uns et les autres. On remercie aussi Patrick Barbier d'être avec nous à distance. Je vois une main levée ici, Madame tout au fond. On va les prendre les unes après les autres et Christophe Aubel devant. Merci. Et vous, Hélène Soublet. C'est super, on a 4 questions qui vont se suivre. On vous écoute, oui. Je commence ? Ah oui, oui allez-y, je vous en prie. Bonjour, merci pour ces échanges, c'était assez intéressant. Il y a des bonnes initiatives et il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas durer trop longtemps, mais ça tombe bien, moi c'est mon métier. Il se trouve que je travaille dans un bureau d'études et je suis spécialisé dans la thermique et l'environnement. Et donc le logement, c'est mon quotidien. J'ai juste quelques précisions à donner qui vont amener un peu d'eau au moulin. Il faut savoir qu'on a beaucoup parlé d'artificialisation des sols. Aujourd'hui, le taux de renouvellement urbain en France, dans le logement neuf, il est de 1% logement. Donc on parlait de la question de la rénovation tout à l'heure.
Le logement, il existe déjà en fait. On n'a plus besoin de construire. Alors ça va à l'encontre de ce que fait peut-être Madame Conil Lacoste, et j'aurais des questions à vous poser là-dessus. Vous pouvez la poser direct, hein, oui, pour aller être plus vite, bien. Parce que si vous faites une intervention de 5 minutes, on n'a plus les questions. Oui, j'aurais bien aimé être invité à la table ronde. En fait, ce qui est ma question, c'est simple. C'est aujourd'hui, c'est peut-être pas dans votre intérêt de faire du renouvellement et de la réhabilitation, comme d'autres promoteurs. Qu'est-ce que vous prévoyez dans le futur proche par rapport à ça ? Parce que voilà, c'est l'urgence en fait. Aujourd'hui, il faut réhabiliter le logement déjà existant. Et ensuite, sur le label Biodiversity, c'est ça ? Oui, Biodiversity. Est-ce qu'il y a un vrai suivi dans le temps en fait là-dessus ? Je prends pour exemple, moi je travaille beaucoup, donc je suis marseillais, je suis très sensibilisé à la question du confort d'été. On travaille sur un label qui s'appelle Bâtiment durable méditerranéen, et il y a un vrai suivi dans le temps, sur 2 ans, 3 ans, où on fait un retour sur les logements et les consommations des logements pour évaluer si ce qu'on a conçu fonctionne, et surtout comment c'est utilisé et habité, parce qu'il ne faut pas oublier l'usager dans cette question-là. Voilà, et une dernière précision, enfin 2 dernières précisions. La première sur le béton, je pense que le béton c'est vrai, il faut même l'oublier complètement. On a la chance en France d'avoir un matériau qui est à notre disposition et tout près de nous, c'est la paille. Avec une construction paille et terre crue, on sait faire aussi bien que du béton. On n'a pas besoin de laine de roche, on n'a pas besoin de laine de verre, c'est du biosourcé et c'est déjà là. Et ensuite, un dernier petit chiffre pour que vous l'ayez tous en tête. On parlait d'oasis de végétation. Simplement un arbre qui a une surface moyenne de 5 mètres carrés au sol, par ombrage et par évapotranspiration, c'est équivalent à la puissance de 6 à 8 climatiseurs. Donc la solution elle est là, on l'a déjà. Maintenant il faut faire ce qu'il faut pour qu'on la mette en avant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez applaudir aussi. Donc plusieurs précisions et 2 questions. Si ça vous dérange pas, j'aimerais bien entendre Madame tout au fond. Oui. Alors, merci à vous. Monsieur a déjà posé quelques-unes de mes questions, donc ça va être plus court. Donc vous en avez que 7, c'est ça ? Exact. Très bien. Oui, déjà, je voudrais revenir sur le fait de replanter les arbres, de faire des mini-forêts en ville. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui est prévu comme essence préférée ? Parce que la plupart du temps, ce qu'on voit dans les villes, c'est pas forcément des espèces endémiques et ça favorise pas forcément au mieux la biodiversité locale pour son développement. Et sinon, c'est moi mon souci par rapport au zéro artificialisation, c'est encore, on parle de 2050, mais c'est super loin. Et là, au début septembre, il y a le PLU de ma commune, par exemple, qui a été refait, et absolument pas c'est pensé. Et je vois que plein de terres disparaissent. Moi-même, je sais que en grandissant, je vais vouloir avoir un chez moi. Je vais acheter sûrement une maison ou peut-être la faire construire. J'ai pas envie de vivre en ville et on voit de plus en plus de monde sortir des villes pour aller à la campagne. Concrètement, comment c'est fait aujourd'hui, maintenant ? Parce que vous parlez beaucoup au futur pour essayer justement de réduire maintenant, concrètement, cette artificialisation qui est toujours en cours. Voilà, merci. Très bien, c'est excellent. 2 questions. Christophe Aubel devant, un micro pour lui, Hélène Soublet et une main levée là-bas. Très bien, je les note aussi, ne vous inquiétez pas, je fais un travail de mémorisation pour vous au cas où. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, mais donc Patrick a notamment posé la question cruciale des attentes de nos concitoyens, je vais me mettre dedans, sur le logement, chacun sa maison, chacun son pavillon, et le fait qu'il fallait arrêter que les villes soient de plus en plus extensifs. Et donc, est-ce qu'il y a eu des travaux de fait sur cette question-là, d'un point de vue social, d'un point de vue SHS, c'est-à-dire comment on arrive aussi à faire changer ce paradigme-là pour arriver à faire, parce qu'on voit bien là les exemples super intéressants, et notamment à Nantes, là, bravo, c'est très parlant, mais on a une question fondamentale si on veut y arriver, et donc voilà, est-ce qu'il y a des travaux là-dessus ? Et tu as cité les Allemands, Patrick, je ne sais pas comment ils s'y sont pris pour arriver à faire ça, par exemple. Et puis l'autre question, peut-être pour compléter la question sur, donc là aussi, la démarche que vous avez racontée, décrite à Bouygues, en proportion de projets, parce que là, vous avez dit, très bien, on avait nos labels, les choses un peu exemplaires, finalement, mais on veut y aller partout. Et donc, est-ce que vous êtes fixé, là aussi, des chiffres en termes temporels ? Quand est-ce que tout ce que vous avez dit, c'est sur tous les projets ?
Super. Oui, donc moi je voudrais revenir en fait sur l'assertion qui dit on ne peut pas protéger la biodiversité, on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. En fait, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que la biodiversité, déjà, on ne la connaît pas, hein, puisque sur 12 millions d'espèces, on en connaît 2. Donc dans ce cas-là, on ne fait rien. Au contraire, je pense qu'on a des leviers. Alors c'est vrai que si on veut protéger des espèces, il faut les connaître. Si on veut restaurer ou réintroduire des espèces, il faut les connaître. Mais il y a quand même aussi l'autre forme de l'action qui est de diminuer les pressions sur la biodiversité, et celles-ci, on les connaît bien. Voilà, le changement d'usage des terres. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'artificialisation ici, mais il y a aussi voilà, le prélèvement direct des ressources dans les milieux naturels ou pas, ou moins naturels. Il y a aussi donc le climat, ça on en parle beaucoup. Il y a aussi les pollutions, il y a aussi les espèces exotiques envahissantes. Donc finalement ma question c'est, on a beaucoup parlé d'un certain nombre de ces pressions, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on va mettre en place, parce qu'en fait on sait ce qu'on peut mettre en place, sur notamment les pollutions des espaces urbains et les espèces exotiques envahissantes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi sur ces aspects-là. Merci. Alors, allez-y, je vous en prie. Il faut qu'on arrête après vous, sinon ils ne vont même pas pouvoir répondre. Ça va être une grosse frustration pour tout le monde. Bonjour, ça marche. Je vais être très rapide. Alors, je vais aller dans le sens des questions sur le zéro artificialisation. Moi, j'ai un questionnement, c'est qu'on voit des centres-bourgs, des centres-villes avec des logements ou des espaces commerciaux qui sont vides, et on continue à la périphérie de construire des zones commerciales et des nouveaux logements. Aujourd'hui, quels sont les leviers qui pourraient permettre à des élus locaux de les aider ou les inciter à dire tout simplement non? Très bien, je vous remercie tous. On va honorer la patience de Patrick Barbier qui nous suit en visio depuis tout à l'heure pour répondre. Et je donne le défi à tout le monde, avec les 8 minutes qui nous restent, d'être très concis. Peut-être que Frédéric, on reviendra à vous, et Olivia aussi. Patrick, on vous écoute. Vous avez entendu plusieurs questions. De manière très concise, oui, il faut commencer tout de suite. Si on veut être à zéro artificialisation en 2050, faudrait déjà avoir commencé. C'est le cas dans les schémas de cohérence territoriaux. On essaye d'être de plus en plus économe, et quelqu'un a dit qu'effectivement, ça fait longtemps que l'idée de désartificialiser, de ne pas artificialiser est en route. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, il y a une question qui vient d'être posée, c'est le logement vacant. Il y a effectivement, en moyenne, en France, il y a 8% de logements vacants. Là, on a un gisement de logements qui est majeur. Je n'ai pas le temps là de développer, mais à Muttersholz, on a pris ce sujet à bras-le-corps. Alors qu'on est dans un contexte tendu, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes, on est dans la moyenne des 8%. Mais il y a des solutions qui sont taxes sur le logement vacant. Alors on va me parler d'écologie punitive. Moi, je considère de manière générale, pour le changement, c'est la contrainte qui rend intelligent. En art, on sait bien, vous donnez à un gamin une feuille blanche, vous lui dites dessine ce que tu veux. En général, il n'a aucune inspiration. C'est quand on donne un cadre, et je crois que là, c'est le devoir des pouvoirs publics de donner un cadre. Il y a des objectifs et on trouvera les solutions, notamment dans la construction de la ville, sur la ville. Moi, ce que j'observe, c'est que les choses sont déjà en route de manière tout à fait libérale. Les terrains sont en train, leur prix augmente partout parce qu'ils deviennent plus rares. Et donc forcément, on cherche des solutions. Moi, je vois énormément de constructions en deuxième rang. Alors, c'est pas toujours très heureux, mais ça montre bien cette tendance qui est dans l'esprit de tout le monde. Et je terminerai par là, ça a été effleuré, la bagnole prend une surface majeure dans nos villes. En Allemagne, dans les écoquartiers de Freiburg, notamment, on fait des silos. On densifie les parkings, on les met en étage et on libère donc l'espace public au profit de la nature. C'est une des solutions. Moi, je crois que c'est effectivement ce dont on a besoin. C'est pas forcément la petite maison dans la prairie, mais on a un besoin de jardin, et quelqu'un l'a dit, on a besoin du chant des oiseaux. Et ça, il y a plein d'exemples dans le monde, notamment en Allemagne, qui montrent qu'on peut faire de la ville dense tout en ayant une nature très présente dans la ville dense. Frédéric Bonnet, vous devez partir en plus à 13h pile, mais on va bien finir à 13h. Je vous en prie pour répondre à vos questions.
Non, je trouve les questions... Alors, sur la ZAN et l'horizon de 2050, moi j'ai la Zéro même... artificiel oui, net. Pardon, oui. ZAN, hein. J'ai la même remarque, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu surréaliste 2050. Hein. Ça, on pourrait le faire tout de suite. Enfin, c'est quelque chose... c'est une sorte de prudence que je comprends mal. Mais bon, ça va quand même dans le bon sens, disons globalement. Mais enfin, c'est vrai que depuis le temps qu'on en parle, on pourrait le faire tout de suite. C'est bien évident. La question, parce qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées, évidemment, il y a notamment la question du désir de maison. Parce qu'en fait, une partie de l'artificialisation, pas uniquement liée aux maisons, mais parce qu'il y a aussi les zones d'activité, les routes, j'en ai parlé tout à l'heure, etc. Lié à ça, c'est parce qu'il y a un désir, je pense qu'aujourd'hui, dans la manière d'habiter contemporaine, c'est vrai en France, c'est vrai dans beaucoup d'endroits, il y a des désirs d'avoir un rapport avec un jardin, il y a des désirs d'avoir du soleil, d'avoir de la lumière, d'avoir un certain nombre d'aménités qui ne sont pas forcément données dans les centres-bourgs. C'est un des problèmes de l'absence d'efficience du renouvellement du bâti ancien, qui pose toute une série de questions. C'est-à-dire personne n'a envie d'habiter dans un logement où il n'y a pas de vue, où la fenêtre elle fait 50 cm par 80 cm, où les planchers grincent, et où on entend le voisin, et où, et où il y a zéro espace extérieur, ce qui est quand même le cas de beaucoup de bâtis de centre-bourg. Ce qui suppose d'être très volontaire quand on fait de la restauration de centre-bourg, et notamment de démolir pour aérer, par exemple. Ce qui est un vrai problème, parce qu'on est dans une culture patrimoniale qui fait que dès qu'on démolit, même si c'est une ruine insalubre, ça passe tout de suite pour quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc il y a une sorte... Enfin, il faut aussi qu'on se mette face à nos propres contradictions, c'est-à-dire, bien sûr, il y a un stock de logements qui est absolument considérable, où personne d'entre nous n'aimerait habiter quand même. Enfin, je le dis. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un besoin de logement neuf, parce qu'il y a une vraie demande qui est légitime de gens. Quand vous avez une famille avec 3 gamins, vous n'avez pas envie d'habiter dans un taudis, même isolé en chambre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je le dis brutalement, parce que je pense que c'est bien d'être aussi chacun d'entre nous face à des contradictions qui sont des contradictions sociétales très difficiles. Ensuite, la réhabilitation, aujourd'hui, les filières, elles sont sous-développées, parce qu'en fait, effectivement, elles ne sont pas forcément aidées suffisamment pour arriver à atteindre des prix qui, de manière massive, puisqu'on parle de massification, soient accessibles au plus grand nombre. Hein, les bailleurs sociaux, dans les campagnes, en fait, vous avez des tonnes de logements sociaux qui se construisent. C'est 3 petites maisons à la sortie du village, dans un champ, en fait. Donc, parce que pour le bailleur social, c'est plus facile, en fait. Il fait 3 maisons en bande. En fait, il répond à la demande du logement social du département qu'il faut qu'il produise. Tout le monde est content. Et à côté de ça, il y a 10 logements vacants dans le bourg, quoi. Sauf que réhabiliter 10 logements vacants, ça lui coûte le double. Et en fait, ça, il ne sait pas faire. Donc, c'est là-dessus qu'il faut agir. Donc, je le dis parce que c'est pas Yaka Faucon. C'est très complexe, en fait, de répondre à ces questions. Et il faut faire évaluer tout un mode de production qui est énorme, des habitudes culturelles, des savoir-faire, un système économique qui n'est pas fait pour ça. Donc, en fait, il faut scoltiner le truc. C'est vraiment pas simple. Et évidemment, on patauge dans les paradoxes et les injonctions contradictoires. Merci Frédéric Bonnet. Olivia souhaitait... Je peux vous donner 1 minute. Je suis désolé d'être autoritaire. Ok, alors je vais essayer de faire court parce qu'il y avait beaucoup de questions auxquelles j'aurais voulu répondre. Je vais commencer par Christophe Aubel. Oui, démonstrateur, on veut passer à une généralisation des démarches. C'est 100% des projets à 3 ans. On est en train de tester les 3 outils des 3 actions que je viens de vous citer. Jusqu'à fin d'année, ça devient obligatoire en janvier. Et on s'est fixé de faire mieux après qu'avant, c'est-à-dire renaturer, si je fais un peu caricatural, sur plus d'un quart des surfaces. Et en fait, on le fait déjà, là, année par année, on se rend compte qu'on est déjà dans le score. On s'était dit pour 2025 et on y est là déjà. Donc voilà. Donc pour rassurer la jeune fille au fond, je rebondis. On a déjà commencé, quand vous dites c'est à 2050, non, moi je pense qu'aujourd'hui les collectivités, elles sont déjà mises sous pression. Elles doivent déjà diminuer par 2 assez rapidement. Et quand je vous parlais d'un outil comme Géophoros qui va nous aider à aller réhabiliter de la friche, parce qu'il faut faire attention aux équations économiques. Porter un terrain qui est dégradé, qui est pollué, c'est un risque financier fort. Donc il faut créer des outils financiers aussi pour pouvoir aller porter ces terrains et les réhabiliter et faire des choses vertueuses dessus. Donc quand on fait ça, quand on crée cet outil-là, c'est quelque chose de positif. Je ne me souviens plus de toutes les autres questions. Le béton, est-ce que le béton... Le béton. Alors, monsieur, sur le biosourcé,
On a engagé une démarche chez Bouygues Immobilier dans toutes les régions de voir quelles étaient les filières en place sur le biosourcé, comment on pouvait introduire ici de la paille, là de la terre crue. Il ne faut quand même pas faire trop de raccourcis. Ces filières-là, elles n'existent pas toujours et elles posent aussi des problèmes. Il y a une équation quand même économique qu'il faut respecter si vous ne voulez pas avoir des logements que vous ne pourrez jamais acheter. Donc on est obligé de livrer des choses. Donc tout ça, ça va prendre un peu de temps. Et donc, évidemment, on essaye de diminuer le béton dans nos constructions. On essaye de concasser aussi du béton. On ne parle plus de démolition, nous on parle de déconstruction sélective. On fait un diagnostic de ressources, pas tout le temps, pas partout, mais de plus en plus, pour voir ce qu'on peut réutiliser. C'est le cas, par exemple, là, justement, sur la friche nord, là, dont je vous parlais tout à l'heure à Tours. Et donc, on essaye de voir comment on peut réutiliser du béton concassé sur nos opérations. Mais ça, pareil, c'est une question de méthode, de délai. Donc, il faut aussi qu'on apprenne tous à ralentir, à mettre de la méthode dans ce qu'on fait. Et petit à petit, c'est des choses qu'on va pouvoir démultiplier, massifier. Merci beaucoup. Alors, oui, vous pouvez applaudir tout le panel. J'ai deux petites annonces à vous faire. Donc, je vous demande de faire une petite gymnastique intellectuelle avant d'aller manger encore pendant 2 minutes. Et je me permets, puisque vous avez posé une question sur les essences d'arbres et on n'a pas pu la traiter, de juste encourager à la biodiversité et aux variétés d'arbres quand on fait de la reforestation ou quand on fait de la replantation d'arbres. Parce qu'effectivement, si on fait de la monoculture d'arbres inadaptés au territoire, eh bien, on ne fait pas quelque chose d'intelligent. Donc, je me permets de répondre à votre question aussi en encourageant tout le monde de prendre cela en compte. Vous allez raccompagner nos chers panélistes sur cette table ronde, on va les libérer. Donc merci beaucoup à vous tous et toutes. Merci aussi d'avoir suivi en ligne Patrick Barbier, et vous avez été super. Désolé pour les frustrations de la contrainte temps, mais vous pouvez les harceler pendant le déjeuner pour celles et ceux qui restent ici.